Je voulais savoir, est-ce que vous pourriez nous expliquer, s'il vous plaît, ce qu'est la cryptotechnologie? Alors, déjà, il s'agit d'un terme générique que j'utilise parce que j'entends un petit peu partout les gens parler de blockchain, hein, qui déjà réduit ça à des monnaies, ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Donc le terme de crypto-technologie relève des technologies qui vont permettre à des collectifs, petits ou grands, de s'auto-organiser sans qu'il y ait de pouvoir centralisé. Plus concrètement, vous allez aussi entendre de plus en plus parler d'applications distribuées ou de DApps, Distributed Applications. Alors ça semble assez technique et assez rébarbatif quand je le dis comme ça, et pourtant il y a une révolution d'espèces derrière. Pourquoi ? Aujourd'hui, quand vous utilisez vos applications sur votre smartphone, Uber, Airbnb, Messenger, Facebook, toutes ces choses-là, à chaque fois, vous avez l'impression de communiquer en pair à pair avec les gens, mais non. Vous passez par un serveur central. Vous passez par chez Mark Zuckerberg ou Google, Uber ou les autres, et qui collectent vos données, bien entendu, qui décident des règles du jeu, ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire, qui décident des évolutions de la plateforme, plutôt dans leur intérêt que du vôtre. Alors ça pose des questions de gouvernance et des questions sociétales très importantes. D'une part parce qu'une plateforme centralisée se fait attaquer, elle appartient à quelques personnes, vous n'avez pas nécessairement droit au chapitre, on collecte vos données dans votre dos, etc. Si maintenant on voulait faire vraiment du pair à pair, ça nous pose une question technologique importante. Très bien, on a l'idée sociale, politique, mais comment arriver à maintenir l'intégrité des données ? Ça veut dire votre réputation, si vous faites du covoiturage ou de l'autopartage, les trajets que vous avez faits, si vous jouez aux échecs avec votre communauté d'échecs, quelle partie vous avez, votre niveau, etc. À chaque fois, on a des données à mettre à jour, vos données, les miennes, et ainsi de suite. Et comment s'assure-t-on de l'intégrité des données s'il n'y a pas, comme on le pense d'habitude, une autorité extérieure qui garantit ça, ce qu'on appelle le tiers de confiance. Eh bien, récemment, les crypto-technologies, je leur donne bien un nom générique pour ne pas le rattacher à une forme particulière, ont permis ça. Ça veut dire qu'il y a une percée extraordinaire. Ce qui veut dire qu'avec des applications distribuées, nous pouvons certes jouer aux échecs ou faire du covoiturage, ce qui semble plutôt sympathique de manière distribuée, même si on ne voit pas beaucoup la différence dans les interfaces, mais ça va plus loin. On peut ensemble décider d'un contrat social, de comment on va générer des monnaies pour des échanges, comment on va créer des mécanismes de solidarité sociale, comment on va prendre des décisions ensemble, comment on va intégrer l'environnement ensemble, comment on va faire du gaming, par exemple, pour que ça ait un côté ludique ensemble. Bref, pouvoir faire société et littéralement réaliser des constitutions et avoir le choix d'appartenir à l'une ou à l'autre ou à plusieurs, avec les questions que ça va poser, parce que la superposition des territoires entre les territoires physiques, les nations historiques et les nouvelles nations qui vont arriver, la superposition avec des choix pas forcément faciles, ne va pas aller sans poser des questions auxquelles, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Voilà. Ça répond à votre question ? Comment est-ce qu'on fait pour éviter que ça fasse club ? Et comment est-ce qu'on fait pour éviter l'exclusive éventuelle dans les petits groupes en question ? Merci. Il s'agit effectivement aussi d'une question très, très importante. Alors dans notre jargon, parce qu'il y a tout un jargon évidemment, comme au début de l'aviation, il y a un jargon qui a commencé, les débuts de l'informatique, donc on a aussi notre jargon. Et on emprunte beaucoup au langage de la biologie. Je dirais un petit peu par différenciation du monde plus classique, de l'entreprise, ou tout ça, qui est un langage très mécanique des choses, et très, très tourné sur les objets. Par exemple, on parle de ressources, ou de ressources humaines, ou choses comme ça. Nous, par exemple, on parle de membranes. Dans le vivant, notre corps, à commencer par notre corps, se constitue de membranes. Donc j'ai une peau, il y a certaines choses qui peuvent passer de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur, suivant les règles de cette membrane. Pareil pour le foie, les poumons, etc. Et en plus, cette membrane, elle évolue. Elle évolue avec le temps, avec si je dors pas, à quel moment de ma digestion je me trouve, etc. Et finalement, les systèmes vivants, constitués donc de gens ou d'animaux, ou ce qu'on veut, ont aussi des membranes. Ça veut dire ce qui va déterminer quel élément ou agent extérieur, vivant ou pas, va pouvoir y rentrer et lesquels vont devoir aussi en sortir. Donc, quand on regarde les cas de figure après les cas concrets, on s'aperçoit qu'il y a parfois des clubs, entre guillemets, qui doivent rester fermés. Par exemple, je ne pourrais pas prétendre aller donner une conférence à un colloque de chirurgie du cerveau. Heureusement qu'ils ont un club fermé, sinon ça ne se passerait pas bien. Ou entrer dans une salle d'opération pour donner un coup de bistouri, ça ne se passerait pas très bien. Heureusement qu'il y a des membranes extrêmement strictes
Voilà. Par contre, ça devient plus facile. Si je paye mon billet, je peux entrer dans un concert de rock. Là, il y a une membrane très souple. Du moment que j'ai payé mes 50 €, tout va bien. Donc en fait, la question se joue plus sur la conscience des membranes dans chaque collectif et quel mécanisme il va mettre en place pour la définir, cette membrane, et aussi pouvoir la faire évoluer. Parce que les collectifs, ça participe du vivant et ça évolue. Il faut commencer en général avec des choses assez simples et elles vont se sophistiquer avec l'expérience. Question très pragmatique, est-ce que vous avez des exemples de grandes entreprises ou d'organisations étatiques, par exemple, qui fonctionneraient avec les principes de l'intelligence collective holo, pas pyramidale, quoi, l'autre? Je vous rassure, j'ai dû m'entraîner longtemps pour dire holomidal sans me planter. Alors, il y a un petit peu un piège dans la question, parce que justement, par définition, les entreprises d'aujourd'hui, les États, les administrations, leur nom même fait qu'ils fonctionnent en pyramidal. Quand on passe à l'holomidal, ça va prendre certainement des noms différents, dont on ne sait pas encore, on sait peut-être pas encore forcément les nommer. Bien sûr qu'on leur donnera des petits noms et peut-être des noms génériques, des catégories, des formes de catégorisation. Je pense qu'il faut vraiment voir notre passage aujourd'hui, notre étape d'aujourd'hui, un peu comme les débuts de l'aviation. C'est-à-dire déjà, les débuts de l'aviation, on y allait de manière empirique. On essayait, on voyait si ça tenait plus ou moins longtemps, si ça se cassait la figure ou pas. Et puis petit à petit, il y a un langage de l'ingénierie de l'aviation qu'on appelle l'aéronautique, qui a pu émerger avec des termes très spécialisés, etc. On se trouve un petit peu comme au début de l'aviation, c'est-à-dire qu'on voit ce bébé là arriver qu'on appelle l'intelligence collective holomidale, qui fait déjà beaucoup de choses, qui fait beaucoup de bruit. Prenez le mouvement des Gilets jaunes. Je ne le qualifie pas encore de mouvement holomidal, mais qui utilise des outils de l'intelligence collective holomidale et qui montre que déjà rien qu'en s'auto-organisant rapidement à la volée pour dire tiens on va faire une manif là, on va bloquer là, etc., eh bien ça peut déstabiliser en quelques semaines un État-nation. Ça va très très vite. Alors non, il n'existe pas, à ma connaissance, d'entreprise holomidale. Par contre, toutes les entreprises, moi, que je côtoie, dans lesquelles on m'appelle... Aujourd'hui, je les vois toutes dans cette recherche d'aller vers l'horizontalité, de créer des boucles rétroactives, des connexions entre personnes. Et Michel Sarr va très bien nous en parler aussi dans l'exemple de sa propre entreprise. Les entreprises se cherchent aujourd'hui. Alors, elles se cherchent pour créer du lien, pour développer de l'intelligence émotionnelle, pour créer des technologies, des infrastructures qui vont permettre beaucoup plus de connexions transversales, pour retirer les silos. Donc elles essayent déjà de s'horizontaliser beaucoup plus. Et en même temps, il y a des caps qu'elles ne pourront jamais franchir du fait même de leur structure. Je vais prendre une métaphore, je finirai là-dessus. Imaginez que vous vous trouviez justement dans un paquebot, un gros paquebot, et vous trouvez PDG, donc on vous a confié la barre de ce paquebot. Alors, vous pouvez faire plein de choses dans ce paquebot. Vous pouvez améliorer les relations entre les gens, les conditions de vie, mettre des mécanismes de prise de décision participative, impliquer les gens à tous les niveaux, faire de la communication non violente, créer une nouvelle culture, créer un nouveau rêve, etc. Il n'empêche, y compris virer un PDG incompétent, etc. Vous pouvez faire plein de choses. N'empêche que ce paquebot n'ira jamais sur la Lune. C'est-à-dire qu'il y a un moment où là, on entre dans une toute autre destination qui demande des types d'organisations qui n'ont plus rien à voir avec tout ce qu'on a su faire jusqu'à présent. Et on ne sait pas tellement bien comment s'y prendre, donc on essaye, on tâtonne, personne n'a la recette. Mais en même temps, alors ça peut nous faire très peur, on se dit, waouh, on voit que la déconstruction, une espèce de collapse social. Mais en même temps, si vous intéressez de plus en plus à la question, si vous allez dans les mouvements de l'open source, si vous allez dans toutes ces extraordinaires initiatives sur l'énergie, sur les transports, sur la médecine, vous verrez que d'un côté, il y a un traitement par l'ancien monde, comment un ministère, une administration, le courant traditionnel va l'aborder, et en même temps, à côté, vous allez voir un traitement de la même question fait par une intelligence collective holomidale, ça veut dire par des essaims, des nuages de gens un peu informels, et qui abordent ces questions, qui prototypent. Et là, on voit des choses qui se mettent à avancer très rapidement et très concrètement. Voilà, donc on ne peut pas encore dire qu'il y a des entreprises devenues holomidales. Je pense qu'il y a déjà des organisations, bien entendu, il y en a plein. Vous prenez le modèle Wikipédia, vous prenez tous les mouvements open source, vous avez déjà énormément de choses qui se font de manière holomidale, mais qui ne ressemblent en rien aux entreprises classiques. Et pour finir, du point de vue de l'entreprise classique, si vous voulez, les dirigeants qui me contactent pour ça, font tous un peu une première erreur dans la question. Ils se demandent comment je peux amener mon organisation dans ce nouveau monde.
Et il y a une erreur déjà dans la question parce qu'ils ne le pourront pas. Mais par contre, il y a une bonne nouvelle dans la question. Je leur dis, mais n'essayez pas d'emmener l'ancien paquebot sur la Lune, il ne pourra pas. Par contre, vous pouvez soutenir la création d'un groupe pionnier d'explorateurs. Et là, vous allez les soutenir inconditionnellement, financièrement, moralement, leurs rêves, les technologies, etc. Et vous allez avoir une relation symbiotique commune pour qu'eux aillent explorer. Et vous verrez, le flux migratoire, après, il va se faire naturellement. Voilà. Merci beaucoup.